Alors, bienvenue tout le monde à au premier balado Radio Veg. Aujourd'hui, comme première émission, je crois que ça va être intéressant. On y va évident, comme ça va se faire à chaque émission, à chaque balado, un petit répertoire des nouvelles, de certaines nouvelles dans le milieu du véganisme et de la défense animale. Et puis, on va continuer par la suite avec une entrevue avec le docteur Julien Leroux, qui est médecin de famille, spécialisé en alimentation, mais aussi très sensibilisé au niveau de la cause animale. Alors, bienvenue dans mon balado. On part ça. Merci d'être là. Et oui, ça y est, le balado Radio Veg est lancé. Alors, je suis très heureux. Alors, sincèrement, ça fait quand même un bout de temps que j'y pense de faire ce balado-là. C'est pas parfait. Comme disait l'autre, c'est un laboratoire. On va essayer de s'améliorer à chaque fois. Je vais prendre vos commentaires, je vais prendre vos suggestions aussi. Et puis, on va, avec les semaines, à mesure que les semaines et les mois vont passer, ça va devenir, selon moi, quelque chose qui est quand même assez utile pour la communauté et en même temps pour essayer d'augmenter les gens qui réduisent ou éliminent leur consommation de protéines animales. Sans plus tarder, on commence. Je commence avec des nouvelles avant de vous présenter mon premier invité, l'invité de cette semaine. Alors, si on veut commencer par les différentes nouvelles qui m'ont titillé lorsque j'ai fait ma petite rétrospective, c'est en tout premier lieu, il y a une nouvelle qui est assez importante, là, qui date quand même de quelques temps, là, mais c'est très crédible parce que c'est fait par le gouvernement du Canada. Ils ont étudié le marché des protéines d'origine végétale, l'analyse du marché canadien et du marché mondial. C'est une analyse qui est quand même très exhaustive, je ne vais pas passer au travers, mais on peut quand même y répertorier que la demande totale de protéines, elle va doubler d'ici 2054 pour atteindre 943 millions de tonnes. On estime que la proportion de protéines végétales dans cette demande de protéines globale sera de 14% d'ici l'an prochain, 2024. Et ça ne va faire qu'augmenter, ça ne va qu'augmenter avec les années. Donc, le Canada veut être partie prenante de cette offre de protéines végétales, que ce soit par des légumineuses ou d'autres types de protéines végétales. Alors, on dit aussi dans cette étude-là, comme je disais, qui est assez exhaustive, que 40% de la population essaie d'incorporer un plus grand nombre d'aliments d'origine végétale dans son alimentation. Donc, il y a un potentiel, il y a un marché à l'intérieur de l'augmentation de la distribution de protéines végétales. Il y a un consortium qui a été mis sur pied, financé à la fois par le gouvernement, mais aussi par l'industrie agroalimentaire. Et puis, on prévoit que ce consortium-là va réussir à concrétiser une plus grande offre de protéines végétales. Et cette offre-là devrait générer 853 millions de dollars par le biais de nouvelles activités commerciales et ajouter 15 milliards de dollars au PIB du Canada, ainsi que créer 50 000 nouveaux emplois d'ici quelques années. Alors, on voit que les gouvernements ne peuvent plus ignorer l'importance de la demande au niveau des protéines végétales, et ce, malgré le lobby de protéines animales on sait qui est très 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 fort. Dans un autre ordre d'idées, vous avez sûrement entendu parler, si vous êtes intéressé par la cause, à l'organisation DXE, qui s'appelle en fait
Direct Action Everywhere, qui est un organisme qui a été mis sur pied en Angleterre il y a quelques années. C'est un organisme qui a un bureau, en fait, qui a un chapitre à Montréal. Alors, le DXE Montréal a, il y a quelques semaines, accroché des ports à des viaducs. Alors, certains disent que c'est bien, c'est efficace, d'autres disent que non. Moi, j'ai tendance à penser que des actions directes sont positives dans l'avancée du mouvement, un peu comme le faisait Greenpeace dans les années 70 et 80, alors qu'il y avait beaucoup d'actions directes là, médiatisées. Je me souviens, j'en ai même fait partie un petit peu là, dans les années 80. Je crois que c'est des mouvements qui ont leur utilité dans la cause. Maintenant, je ne veux pas trop parler de cette nouvelle-là parce que on aura quelqu'un du chapitre montréalais de DXE la prochaine, lors de la prochaine balado pour nous parler entre autres, de l'activisme et justement de DXE, ce type d'activisme-là, parce qu'il y en a d'autres évidemment. Il y a les cubes de vérité, il y a aussi, bon, ça peut être l'activisme sur Internet aussi, l'implication auprès de sa famille. C'est tous des moyens de se rendre utile pour la cause. Mais on aura quelqu'un qui est vraiment actif à plusieurs niveaux, entre autres pour DXE, qui viendra nous parler de ses actions. Ce sera dans le prochain balado. Et on reviendra sur cet événement-là. En même temps, DXE, vous avez sûrement entendu parler, je crois que c'est en 2019, l'affaire Paul Gregg, qui était en fait des activistes qui sont rentrés dans une porcherie, sans le consentement évidemment là, des propriétaires, pour divulguer par la suite des images du traitement des animaux dans cette porcherie-là. Ça a fait tout un débat. Ça continue à le faire. Je pense qu'ils ont été déclarés coupables de certains faits, mais leur sentence n'est pas encore dite, alors n'est pas encore rendue publique. J'aimerais éventuellement avoir quelqu'un qui a fait partie de Paul Gregg, l'affaire Paul Gregg, pour venir nous en parler. Encore là, je supporte personnellement ce type d'action parce que ça met en lumière des pratiques tout à fait cruelles et inacceptables. Et si la population en général ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils ne peuvent pas réagir, soit en réduisant la consommation de porc ou d'autres viandes, ou soit en tout simplement devenant vegan et activiste. Maintenant, une bonne nouvelle nous venant de l'Europe. Alors, on traverse l'océan. On peut voir que, il y a une étude qui démontre que la consommation de viande en Allemagne est descendue au niveau le plus bas depuis que ils ont commencé à noter le niveau de consommation de viande. Et les protéines à base de plantes battent des records en Allemagne au niveau de la viande, des ventes. Alors, c'est une excellente nouvelle, surtout pour un pays qui est reconnu pour consommer beaucoup de saucisses, de charcuterie. Alors, on voit qu'il y a une prise de conscience en Allemagne. La consommation de viande était de 52 kg l'année dernière et elle a diminué de 4,2 kg par habitant en Allemagne. Alors, c'est excellent. On parle de presque 10% de diminution, mettons 8% sur un an. Alors, mettez ça sur 10 ans, il ne reste plus grand-chose. Et puis, à ce niveau-là, ce qui est très intéressant, c'est que même le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, alors excusez mon allemand, mais le ministre de la Santé a dit en 2022 que si quelque chose était clair, c'est qu'on devra manger moins de viande. Et à long terme, la consommation de viande devrait être réduite de 80%. Alors, c'est excellent qu'un ministre politique élu s'implique comme ça, donne son opinion. On est loin de ça au Québec. Alors, même les partis d'opposition qui sont impliqués, qui sont taxés au niveau de l'environnement, plus à gauche, je pense à Québec solidaire,
n'osent pas s'avancer sur des thèmes comme ça. On continue dans le même ordre d'idées. En Europe, on parle maintenant de 13 pays d'Europe, comme quoi, bon, je lis le titre, là, Animal Meat and Milk Sell Drop in Europe as vegan version hits record high. La consommation de viande et de lait en Europe diminue alors que la consommation des substituts vegan augmente à des niveaux records. C'est excellent encore là. Donc, ce que je vous disais au niveau de l'Allemagne, se voit aussi au niveau de l'Europe en général. On parle maintenant de 13 pays qui ont été étudiés pour cette espèce de sondage-là, cette étude-là. Et puis, on y lit que, c'est une étude qui a été faite par le GFI, le Good Food Institute of Europe. Dans les 13 pays, le montant des ventes est de 5,7 milliards de dollars en 2022, le montant des ventes de produits à base de plantes, protéines à base de plantes. C'est une augmentation de 22% depuis 2020. Donc, en 2 ans seulement, on a une augmentation de 22%. Si on met ça sur 10 ans, encore là, il n'en restera pas gros si ça continue à ce rythme-là. Qu'est-ce qu'on y lit dans cette étude-là en même temps? On peut voir que, la viande vegan a une augmentation de 21% dans cette même période de 2 ans-là. Mais encore mieux que ça, au niveau du fromage, le fromage vegan, on a une augmentation dans cette même période de temps-là de 102%. On peut dire que les ventes de fromage à base de plantes, de fromage, ont doublé en 2 ans en Europe dans les 13 pays. Et encore plus important, plus intéressant au niveau des produits de substituts de fruits de mer, qui est quand même un marché en éclosion. On a, dans cette même période encore là, 2 ans, une augmentation de 343%, donc 3 fois et demi d'augmentation des ventes pour les fruits de mer alternatifs qu'on appelle. Des bonnes nouvelles, on en veut, en voilà. Maintenant, si on continue, une dernière petite nouvelle, une étude qui est intéressante, sur laquelle je suis tombé. On a pris 16 jeunes dans la vingtaine, sportifs, avec à peu près le même background. On a pris 16 autres jeunes similaires. On a fait on a étudié leur mode de vie pour que ce soit à peu près similaire. On leur a fait à un groupe de 16, on les a nourris en fait avec des protéines à base de plantes, et l'autre groupe de 16 à base de protéines animales. Ils devaient faire des exercices quotidiens similaires, encore là, même mode de vie pendant la durée de l'étude, et on en conclut que l'augmentation de la masse musculaire des jeunes dans la vingtaine, la comparaison entre ceux qui avaient pris des protéines à base végétale et ceux qui avaient pris des protéines à base animale, l'augmentation de la masse musculaire n'avait aucune différence significative. Alors encore là, on vient de débunker le fait que les protéines à base de plantes nous amènent à être carencés au niveau musculaire. Cette étude-là est super intéressante. Vous pouvez sûrement la trouver. Là, en fait, mes ressources, c'est souvent le site Veg News. Pas juste ça, c'est pas exclusivement, là, mais vous pouvez trouver super plein de nouvelles, autant au niveau commerce, au niveau santé, au niveau culinaire, au niveau médical, sur le site Veg News. Alors voilà, maintenant, on a fait un petit tour de nouvelles. J'espère que ça vous a mis de bonne humeur parce que c'est en gros des bonnes nouvelles. Vous devez probablement être prêt maintenant pour entendre l'entrevue avec Dr. Julien Leroux. C'est une entrevue qui a été enregistrée il y a à peu près une semaine. Ça dure à peu près 45 minutes.
Et puis, on va en profondeur. On veut connaître c'est qui ce jeune homme-là de la nouvelle vague de médecins qui s'intéressent à l'alimentation. Et on veut voir aussi, on veut qu'il nous parle comme médecin. Au niveau de la science, il a répertorié énormément de nouvelles. Alors, on y va avec cette entrevue-là et puis on revient par la suite. Bonne écoute! Alors, c'est parti. Bon, alors aujourd'hui, on reçoit le docteur Julien Leroux. Ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. C'est un jeune médecin de famille qui est vegan. Euh, c'est un crack en matière d'alimentation. Il y a d'ailleurs un certificat en alimentation. Il a aussi fait des stages en cardiologie. Alors, il sait de quoi il parle côté santé. Alors, on va voir un petit peu avec lui son cheminement. Et puis, en même temps, on va voir un petit peu ce que fait la nourriture à base de plantes sur notre organisme. Alors, salut Julien, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Bonjour Sylvain, ça me fait super plaisir d'être là. Écoute, bon, j'ai survolé rapidement là, ta formation, mais dis-nous-en un petit peu, là, c'est quoi un petit peu ce qui t'intéresse, dans quoi tu as étudié, là, dans quelle spécialisation, tes stages et tout. Moi, j'ai été formé là, à l'Université de Sherbrooke en médecine de famille. Et puis, durant mes études, là, j'ai constaté là, que l'alimentation, c'était quand même quelque chose d'ultra important pour la prévention. J'ai découvert en fait que la plupart des décès étaient évitables et étaient liés à notre mode de vie. Il n'y a pas juste l'alimentation, on pourrait parler d'activité physique, on pourrait parler de sommeil, on pourrait parler d'intégration dans sa communauté, de social, mais j'ai découvert vraiment que la nutrition, c'était peut-être le plus important, le plus controversé, puis le moins connu, disons, le plus bâclé, le moins clair pour beaucoup de gens. Notamment, là, dans nos modules d'habitude de vie, on avait un cardiologue qui disait qu'il fallait être à peu près végétalien, puis on en avait un autre qui disait qu'il fallait suivre une diète très restreinte en glucides, puis qui encourageait à mettre du beurre dans le café, de consommer une quantité impressionnante là, de viande, de produits laitiers. Donc, il y avait vraiment un clash important entre les différents cardiologues à Sherbrooke. Puis moi, je trouvais que ça méritait vraiment des précisions parce qu'il fallait que les gens puissent prendre des bonnes décisions. Puis il y avait peu de professionnels de la santé qui semblaient se concentrer sur la nutrition, sur la santé d'une façon globale. Fait que je me suis dit, pourquoi pas moi? Fait que toi, dans le fond, dans ta formation, tu voyais qu'il y avait comme une espèce de clash. Tu avais des écoles de pensée. Et puis tu as décidé d'aller creuser ça un petit peu, d'où ton intérêt envers l'alimentation, c'est ça? Oui, exact. Tu sais, l'affaire que je vous parle là, du cardiologue qui recommandait de manger de la viande, c'était pas consensuel du tout. Là. Mais quand même, je trouvais ça vraiment fascinant comme question. Puis il se trouvait que c'était mon tuteur en habitude de vie. Donc, je lui demandais, puis il me donnait des études à lire qui semblaient, selon lui, démontrer son point. Fait que je me suis intéressé assez tôt là, aux études en nutrition. Puis aussi, je suis tombé assez tôt dans mes études de médecine sur un site Internet fait par le médecin américain Dr. Michael Greger. Le site s'appelle nutritionfacts.org. C'est un site vraiment formidable où on peut rechercher dans la barre de recherche n'importe quel sujet en nutrition, puis voir des explications sous la forme de vidéos qui sont directement issues de la meilleure littérature scientifique, ou en tout cas au moins d'études révisées par des pairs. Donc vraiment une éducation nutritionnelle de super haute qualité dans un format vidéo, puis unité après unité, hein, parce qu'on faisait par exemple cardiologie, après ça on étudiait les reins, après ça on étudiait le cerveau. Bon, puis à chaque unité, je me faisais comme un devoir d'aller voir un peu quelles étaient les études sur nutrition et les problèmes de santé de ce système-là. Puis, unité après unité, je voyais qu'il y avait pas mal toujours un avantage à bien manger pour beaucoup de problèmes de santé. Fait que c'est resté comme quelque chose que je faisais en formation continue pendant toutes mes études. OK. Jusqu'à que, vers ma troisième année de médecine, je me suis organisé un stage en nutrition aux États-Unis que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment trouvé ça trippant de voir une clinique où il y avait des nutritionnistes, il y avait des infirmières qui collaboraient avec les médecins, puis des médecins qui traitaient les patients avec le mode de vie, qui voyaient le mode de vie pas juste comme de la prévention, mais vraiment comme une médecine efficace de façon curative. Puis je trouvais ça absolument incroyable de voir des patients qui arrivaient puis qui me disaient, moi qui étais étudiant à l'époque, « Ah, ça va super bien,
j'ai plus besoin de tel médicament, le médecin me l'a arrêté, puis de pouvoir voir que la progression de la maladie peut aller dans les deux sens. On OK, peut... autrement dit, dans ton stage, l'idéologie qui était véhiculée, c'était vraiment l'idéologie de couper l'alimentation à base animale avec des produits animaux pour les bienfaits de la santé. Là, ça a comme confirmé ce que tu pensais finalement. Ben, comme je vous dis, il n'y avait pas juste l'alimentation, mais oui, ça en faisait partie là, d'avoir une alimentation la plus possible à base de plantes. Puis on va peut-être en reparler, mais c'est quand même quelque chose qui est super bien prouvé. Puis de voir les patients qui allaient mieux, pour moi, ça a été quand même un point tournant de wow, j'ai envie de faire ça. Je pense que c'est beaucoup plus efficace en termes de coûts, avec un système de santé qui coûte extrêmement cher. Peut-être qu'on est capable d'offrir des meilleurs soins à plus bas prix puis des patients plus satisfaits. Moi, c'est devenu un petit peu mon rêve de mettre ça sur pied. OK, bon, ben, excellent. Mais justement, là, c'est sûr que on va commencer par voir, toi, comment est-ce que tu as évolué là-dedans? Je veux dire, tu es quand même assez jeune, tu es un médecin de la nouvelle vague. Comment ton cheminement s'est fait, ta prise de conscience pour devenir vegan? Et puis, après ça, on ira voir vraiment au niveau de la santé, les bienfaits sur notre corps. Fait que, toi, là, sais-tu au niveau de l'adolescence, comment ça s'est passé ton cheminement, bon, si on peut dire, éthique, moral pour devenir vegan? Ben, pour moi, ça a été un raisonnement qui s'est fait sur plusieurs années. J'ai vécu en campagne toute ma vie et puis beaucoup de gens sur mon rang là, que je connais sont des agriculteurs, fait que c'est quand même un milieu que je connais bien. Puis aussi, on élevait une quarantaine de poulets chaque été à la maison, là, dans un petit poulailler durant une quinzaine d'années, ce qui me mettait en contact directement avec les animaux d'élevage. Un élément qui a été important pour moi, c'est quand je suis allé, plusieurs fois d'ailleurs, à l'abattoir. Et puis à chaque fois, j'ai été choqué par la souffrance que j'ai vue, par la façon brutale et mécanique aussi dont nos poulets, dont on avait quand même pris soin, étaient traités avant de mourir. Puis à ce moment-là, mes parents, en qui j'avais confiance, ils me rassuraient. Tu sais, quand je leur posais la question, ils me disaient qu'on n'avait pas le choix de les tuer pour pouvoir les manger, que c'était normal, que c'était naturel, ou même que c'était nécessaire pour notre santé. Puis aussi, comme ado, je buvais beaucoup de lait avec en tête l'idée que ça allait aider ma croissance. Fait que j'ai mijoté un petit peu tout ça pendant quelques années, jusqu'au jour précis de ma fête de 17 ans, où le repas qui avait été préparé pour ma fête contenait de la viande. Puis cette journée-là, j'ai pris conscience à un autre niveau de ma responsabilité dans tout ça. S'il y avait un animal mort dans mon assiette, c'était de ma faute, parce que c'était vraiment pour me faire plaisir. Donc, ce soir-là, je n'ai pas mangé mon repas de fête. Ça a été une drôle de fête un peu, mais je suis devenu vegan cette journée-là, à l'exception de nos œufs de poule durant quelques mois. Puis là, maintenant, ça fait plus de 10 ans, puis je trouve que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. OK, fait que ça a été quand même assez rapide, là. Tu sais, je pense que chaque personne a un cheminement différent à ce niveau-là, mais toi, ça a été comme une prise de conscience très rapide. Tu sais, comme moi, ça a été sur devenir végétarien en 2008, puis après ça, tranquillement vers le véganisme, alors que toi, en dedans de genre une semaine ou deux, c'était fait, là. Non, c'était pas une semaine ou deux. Là. Comme je vous disais, là, chaque année, j'allais voir nos animaux se faire tuer à l'abattoir. Puis j'espérais que ça allait être moins pire que l'année précédente. Par exemple, une année, on a aussi fait venir un camion d'abattage à la maison pour épargner le stress du transport à nos poulets. Puis c'était une des années où j'avais trouvé que c'était particulièrement déplaisant là, de voir les animaux qui sont pendus à l'envers puis qui saignent jusqu'au bout de leur sang. Je me disais que c'était pas une façon de tuer les animaux. Je me serais attendu, comme je pense la plupart des gens l'espèrent encore aujourd'hui, que ce soit rapide et sans douleur. Mais malheureusement, une fois qu'on connaît l'information, c'est un peu difficile d'oublier puis d'aller en arrière. Moi, je pense sincèrement que beaucoup de gens, ayant vu ce que j'avais vu, seraient devenus véganes bien avant moi. Moi, je n'aime pas trop quand on dit aux véganes, là, « Ah, toi, tu aimes les animaux ». Parce que je vois vraiment pas ça comme un enjeu d'aimer les animaux. Pour moi, c'est plus un enjeu de justice où faire souffrir sans nécessité, ça se fait pas nécessairement, et tout simplement. Puis avec ta famille, parents, j'imagine que tu avais l'air un peu d'un extraterrestre, là, d'arrêter de manger de la nourriture à base animale. Je veux dire, ça a dû faire un clash dans la famille. Ben, dans ma famille proche, moi, je trouve que ça avait quand même très bien été. Mes parents comprenaient la raison pourquoi je voulais faire ça. Puis là, je rentrais au cégep, puis il fallait que j'étudie fort. Fait qu'ils ont été vraiment supportants là, dans cette décision-là. Je sais que c'est vraiment pas le cas de tout le monde.
Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, mais il y avait comme un sondage qui avait été fait sur la perception que les gens ont des véganes. Puis c'est une perception qui est assez négative. Là. Il y avait beaucoup, disons, de tous les groupes dits Ouais. minoritaires. Là, On est comme les dans, véganes, dans le bas dans le bas de la colonne, là, pas ouais, mal. les Là. Je véganes pense se qu'on est retrouvaient pas juste mal avant les pédophiles ou quelque chose de même. ouais, les véganes se retrouvaient pas mal en bas de peloton. Là, Ouais. puis je pense que il y a une bonne partie de cette perception-là, elle est un peu manufacturée. Là. Il y avait une étude anglaise qui avait montré que dans la façon dont les médias représentaient le véganisme, seulement 5% du temps, c'était présenté d'une façon positive. Il y avait une étude anglaise qui avait démontré sur les nouvelles là, qui étaient présentées là-bas que 5% du temps, le véganisme était présenté de façon positive, 20% d'une façon qui était jugée neutre et 75% de façon négative. Donc, la perception que les gens ont du véganisme est quand même en partie influencée par des médias qui sont pas en faveur là, de manière générale. Ouais. Pour le dire avec euphémisme, là, les médias ne sont pas tellement favorables au véganisme, mais c'est quelque chose qui peut changer. Puis moi, Ouais, j'ai tendance à penser que ça, d'une année à l'autre, ça peut peut-être être en train de changer. Il faudrait voir là, des études comparatives dans le temps. Mais d'après moi, ouais, il commence à avoir une prise de conscience. En tout cas, c'est peut-être un feeling que j'ai qui est pas réel, mais j'ai l'impression que tranquillement, c'est de plus en plus accepté le mouvement véganiste. Mais c'est vrai que dans une grosse partie de la population, là, on est un peu comme on dit, pain in the ass. oui, je sais, puis il y a quand même une bonne raison pour ça. Hein. Si les véganes disent aux autres quoi faire, c'est sûr que ça peut rendre des gens inconfortables, mais ça fait partie un peu du mouvement de vouloir se propager parce que il n'y a pas de bonne raison de penser que maltraiter les animaux serait acceptable pour certains, pas acceptable pour d'autres personnes. Fait que là, en gros, comme docteur, là, mais là, je m'adresse vraiment au docteur Julien Leroux. Euh, dans notre corps, quand quelqu'un fait la transition entre nourriture traditionnelle québécoise, chop de porc, etc., steak haché, puis s'en va vers, un peu comme tu as fait, là, de façon assez rapide, vers la nourriture à base de plantes. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps là, en quelques phrases? Là? Comment est-ce qu'on peut résumer là, la transition qui va se passer, mettons, sur une échelle de quelques mois? Ben, déjà, moi, sur le côté nutritionnel, je pense qu'il y a un autre élément vraiment important aussi qui est le degré de transformation des aliments. OK. C'est-à-dire, un aliment va être transformé si on y ajoute quelque chose de mauvais à l'ingrédient, comme du sucre, du sel, de l'huile. Il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter là, à des aliments pour que ça goûte bon, mais que ça les rend moins bons pour la santé. Puis il y a le degré végétal-animal aussi qui est important. Puis les deux sont vraiment importants parce qu'il y a des aliments qui sont d'origine végétale puis qui sont pas bons pour la santé. Bon, on pourrait en nommer quelques-uns, évidemment. Là. Par exemple, les biscuits Oreo viennent à l'esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir, mais il faut quand même garder cette distinction-là que tout ce qui est végétal n'est pas nécessairement santé. Oui, c'est vrai que c'est pas. Quelqu'un peut se mettre à manger des chips toute la journée, ça ne sera pas plus en santé parce qu'il est vegan. Là. Quelqu'un qui va manger, effectivement, tu as raison, il faut préciser, là, qui va faire attention à sa nourriture, qui va cuisiner, là, pas juste des repas préfaits, mais qui va vraiment cuisiner chez lui, qui va bon, balancer protéines, vitamines, fibres, etc. Autrement dit, quelqu'un qui prend conscience de l'importance de sa santé au niveau de l'alimentation, c'est ça un peu. Comment va être la transformation? À quel point les bénéfices vont être observables? Ben, je peux vous dire qu'on a énormément de données scientifiques qui supportent les bienfaits d'une alimentation végétale pour la santé générale et aussi pour la prévention puis le traitement de plusieurs maladies. Je vais vous résumer ça peut-être un peu rapidement, mais ne vous en faites pas, là, j'ai plein de ressources s'il y a des gens qui sont curieux. Tout d'abord, j'ai envie de vous résumer le Guide alimentaire canadien 2019. C'est un guide qui se retrouve facilement en ligne. Là, puis si on veut lire le texte là, qui vient avec, c'est comme 72 pages, mais ça se lit très bien. Ça vous intéresse? Oui, oui, ben écoute, rapidement, puis on le mettra en référence sur la page. OK, parfait. Ben, dans l'assiette qu'on voit dans le guide alimentaire, la moitié, c'est des fruits et des légumes de toutes les couleurs. J'aime faire remarquer que dans chaque couleur de fruits puis de légumes, il y a des composés nutritifs qu'il n'y a pas dans les autres couleurs. Par exemple, dans la carotte qui est orange, il y a de la bêta-carotène. Ça, vous avez peut-être déjà entendu ça. Ouais.
Ouais. Dans le rouge, comme les tomates, il y a du lycopène. Ah, ça c'est moins connu. Dans le bleu, comme les bleuets, il y a des anthocyanines. Donc, sans nécessairement tout expliquer ces substances-là, c'est des substances qui peuvent avoir des effets antioxydants, anticancers, puis on devrait donc porter attention à avoir une alimentation la plus colorée possible là, en termes de fruits et légumes. On devrait aussi porter attention à quelques catégories, comme les légumes verts feuillus, qui sont probablement les meilleurs aliments pour la santé, entre autres parce qu'ils contiennent beaucoup de vitamines, puis des nitrates qui sont métabolisés en oxyde nitrique par les cellules de nos vaisseaux sanguins, ce qui aide les artères à se dilater. On devrait aussi porter attention à la famille de l'ail et de l'oignon pour leurs propriétés anti-cancer, puis aux petits fruits comme fraises, framboises, bleuets pour des propriétés antioxydantes, anti-cancer, qui sont supérieures par rapport aux gros fruits comme pommes, bananes, oranges. Donc, nourriture variée le plus possible, fruits avec beaucoup de couleurs, légumes verts, propriétés pour le cardiovasculaire, entre autres. Puis, si vous voulez, je vais continuer le guide alimentaire parce que c'est vraiment un super bon outil. Là. Je suis très d'accord avec le guide alimentaire 2019. Okay. Parce qu'après la moitié fruits et légumes, on a un quart de l'assiette qui est des grains entiers. Puis quand on dit le mot céréales, les gens passent à des céréales déjeuner commerciales, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais les céréales commerciales, c'est généralement pas la façon la plus santé de manger des grains. Moi, je suggère beaucoup à mes patients de manger des céréales entières non transformées. Voici quelques exemples. Le blé, je le recommande sous la forme de boulgour ou bulgur. C'est comme un couscous, mais avec des plus gros grains. C'est super bon, c'est facile à cuisiner. Puis moi, je fais une super bonne salade de taboulé avec ça qui est dans mon guide de recettes là, santé qui est disponible aussi en ligne. Après ça, on a l'avoine entière. On peut se faire du gruau avec ça. Moi, j'achète des gros sacs de 5 livres. On a le riz brun entier, le maïs, le millet, qui est une céréale africaine encore très populaire, là-bas surtout. L'orge mondée, puis on a aussi des pseudo-grains comme le quinoa puis le sarrasin. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de manger des grains. Après ça, en deuxième classe, on a les pâtes de blé entier. Puis ensuite, on a les pains, qui sont un petit peu moins bons que les pâtes, tout simplement parce qu'on pourrait les qualifier un peu de fluffy. Donc, nos enzymes digestives se jettent là-dedans plus rapidement. C'est comme absorbé plus vite. Puis, il y a aussi d'autres ingrédients dans les pains qui sont moins santé que le grain entier lui-même. Là. Il y a pratiquement toujours du sel, parfois de l'huile dans plusieurs pains. Puis, malheureusement, là, la plupart des grains qui sont consommés par les Québécois actuellement, ce n'est pas du tout des grains entiers. C'est des grains transformés dont on a enlevé le son, qui est la coque extérieure, et dont on a enlevé le germe aussi. Et il nous reste finalement que la partie interne du grain qu'on appelle l'endosperme, qui contient de l'amidon. Mais ce faisant, ça a été démontré qu'on perd environ un quart des protéines, 95% des fibres, essentiellement toutes les fibres des grains, puis à peu près le 3/4 de toutes les vitamines et minéraux. Donc, vraiment, les grains entiers sont super. Mais... Ça nous laisse une partie, Sylvain, ça nous laisse la partie protéines, qui est un quart de l'assiette. Et donc, déjà, ça nous fait 3/4 du guide qui est complètement végétalien. Puis okay. Dans ce quart-là qui reste, la ligne directrice numéro 1 du guide alimentaire, c'est, je cite, « Il faudrait consommer régulièrement des légumes, des fruits, des grains entiers et des aliments protéinés. Parmi les aliments protéinés, ceux d'origine végétale devraient être consommés plus souvent. » Donc, c'est super clair, en fait, qu'il faut manger plus de protéines. Ils ont réussi à contrer un peu le lobby dans leur nouveau guide, là, parce qu'on sait qu'avant, c'était vraiment protéines animales qui suggéraient, puis du lait, produits laitiers. Exact. On aura la chance d'y revenir sur le sujet des protéines, là, qui est comme le sujet nutritionnel le plus chaud là, quand on parle de véganisme. Mais en fait, pour moi, c'est un peu un non-enjeu parce que tous les aliments d'origine végétale contiennent des protéines, à l'exception des fruits qui en contiennent très peu. Puis c'est très difficile d'en manquer. Si on mange assez de calories, si on mange à sa faim, très difficile de manquer de protéines. Et les légumineuses, les noix, les graines, plusieurs légumes sont des très bonnes sources là, de protéines végétales. OK. Ben écoute, excellent. Écoute, moi, juste savoir, parce que, tu sais, encore là, on reste tout le temps, là, comme je parle souvent, on essaie de trouver des arguments. Chez les jeunes, c'est surtout les jeunes qui ont tendance à vouloir devenir véganes. Ma génération, les X ou les boomers, c'est plus difficile de les convaincre, mais ce sont des générations où on commence à avoir des problèmes cardiovasculaires de façon assez régulière. On connaît tout dans mon âge est plus âgé. Là, il y a tout du monde qu'on connaît qui a des problèmes cardiaques ou cardiovasculaires. Rapidement, comment est-ce qu'on pourrait simplement là,
suggérer à convaincre quelqu'un de mon âge ou plus vieux à réduire ou éliminer sa consommation de produits animaliers pour son bienfait, là, pas indépendamment des questions éthiques, morales puis environnementales, mais pour son bienfait à la personne, quel serait le meilleur argument au niveau cardiovasculaire pour convaincre des gens, là, des boomers ou des X comme moi, là? Ouais, ben, dans les gens de votre âge, la plupart des gens ont déjà une maladie qui est liée au mode de vie, que ce soit l'hypertension, le cholestérol, le diabète, tout simplement un certain surplus de poids. Donc, moi, généralement, si mes patients veulent améliorer leur santé, et la plupart, c'est le cas, s'ils viennent me voir, ben, je vais commencer avec leurs problèmes de santé, puis je vais leur donner des ressources très spécifiques pour ça. Comment l'alimentation a été prouvée pour la pression artérielle, pour le poids, pour telle maladie que vous avez. Moi, en partant de là, après ça, ça stimule aussi la curiosité d'aller voir plus loin parce que, par exemple, j'envoie souvent mes patients écouter des vidéos sur le site Nutrition Facts. Ça leur donne vraiment un accès en ligne droite vers la littérature scientifique d'une façon qui est abordable. Le site est en anglais, mais on peut mettre les sous-titres en français, donc généralement, tout le monde est capable de suivre. Okay. Puis ça, en gros c'est des arguments sur ce site-là qui vont tendre vers la nourriture à base de plantes. Généralement, mais pas que. Il y a quand même plusieurs séries de vidéos là-dessus là, qui mettent en garde contre certains risques associés à l'alimentation végétale. C'est vraiment bien balancé, je trouve. Là. OK. Et puis, quand on parle des suppléments, là, c'est sûr que, bon, un des arguments du monde qui mange des produits animaliers va dire « Ouais, mais vous autres, vous êtes obligés de prendre plein de suppléments pour être correct. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis c'est quoi les suppléments qu'on devrait prendre? Ben, moi, en fait, c'est tout simplement faux. Là. Il y a un supplément qui est très important que tous les végétariens et végétaliens devraient prendre. C'est la vitamine B12. Et ce supplément-là, ben, c'est un supplément qui vient en fait des bactéries, la B12. Puis les animaux ne le produisent pas. À travers le monde, là, les animaux se font beaucoup injecter de la vitamine B12. Puis c'est une déficience vitaminique qui est aussi assez fréquente chez les omnivores. Donc, ça m'arrive souvent là, de le tester avec mes patients puis de voir que même s'ils mangent de la viande, quoi que ce soit, ils ont des déficits en B12. C'est vraiment pas une garantie de ne pas en avoir. Très facile à supplémenter. Moi, je recommande la forme cyanocobalamin, 1000 microgrammes, 2 fois par semaine chez les adultes, 1 fois par semaine chez les enfants. C'est une dose qui est bien adéquate puis qui suffit là, pour éviter les risques de carence avec ça. Okay. Mais c'est ça qu'il faut un peu changer dans notre perception, c'est qu'en ce moment, on ne souffre pas de carence en protéines qui s'appelle kwashiorkor. On ne souffre pas de maladies, disons, de carence. On souffre de maladies liées à l'excès alimentaire. Hein, l'obésité, le diabète, le cancer, c'est ça qui vient nuire à la trop. Ben oui. Okay. Puis, sinon, pour les autres suppléments, chez mes patients plus de 50 ans, comme la plupart des médecins, je prescris de la vitamine D. Okay. 10 000 unités 1 fois par semaine ou une forme à tous les jours. Le calcium, c'est un peu au cas par cas selon l'alimentation des gens, mais j'aime bien donner le truc pour se rappeler là, des sources végétales de calcium qui est greens and beans, donc les légumes verts feuillus, les légumes de la famille des choux, qui ont beaucoup de calcium puis qui est aussi très bien absorbé là, comparativement, par exemple, aux épinards dont le calcium est moins bien absorbé. Okay. Et les légumineuses. Donc, greens and beans, c'est valide pour calcium, fer, puis aussi, dans une certaine mesure, protéines. Donc, à ce niveau-là, au niveau du fer, on serait correct avec greens and beans. Puis oméga 3, qu'est-ce que tu en penses? Oméga 3, c'est recommandé chez les femmes enceintes. Sinon, moi, ce que je recommande, c'est tout simplement de consommer des sources végétales d'oméga 3 régulièrement. Fait que les 3 meilleures sources, c'est la graine de lin, la graine de chanvre et la graine de chia. Donc, avec un apport régulier de ces graines-là, on n'a pas besoin de manger du poisson non plus. Là. Ce qu'on a comme dernières études sur les suppléments d'oméga 3, c'est qu'ils ne réduisent pas la mortalité cardiovasculaire, ne sont plus recommandés là, par les grandes sociétés de cardiologie, mais on a encore des bonnes études qui nous disent que c'est bon pour le cerveau. Donc, moi, je recommande d'aller les chercher sous leur forme la plus naturelle, parce que les poissons ne fabriquent pas d'oméga 3 non plus, là, ils vont les chercher dans les algues. Et puis, tu me disais, là, quand on se parlait en dehors de l'enregistrement, que la nourriture à base de plantes, c'est pas mal la seule qui peut faire régresser une maladie cardiovasculaire. C'est-tu ça? J'ai-tu bien compris? Oui, c'est la thèse que je défends dans ma première série sur ma chaîne YouTube.
c'est que l'alimentation végétale, c'est la seule qui a été prouvée pour non seulement ralentir puis arrêter la progression, mais même renverser la maladie cardiovasculaire avec des essais cliniques contrôlés, randomisés, qui ont montré des régressions, là, c'est-à-dire des artères qui se sont visuellement débloquées, puis jusqu'à, dans certaines études, plus de 90% des patients qui améliorent leurs symptômes d'angine en parfois quelques semaines. C'est vraiment un outil qu'on n'utilise pas puis qui est super bien démontré. Ben oui, c'est fantastique là, quand tu dis que tu peux régresser une maladie. Autrement dit, c'est encore mieux que... On entend souvent parler de l'alimentation, bon, j'oublie le mot, là, méditerranéenne. Alors, ça serait encore mieux que l'alimentation méditerranéenne. Oui, exact. Puis ça, le premier à défendre cette thèse-là, c'est le docteur Martin Junot, là, qui est le directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie. Dans un entretien qu'il avait fait là, et que j'ai partagé et épinglé sur ma page Facebook, il explique que quand on pousse l'étude de la littérature, il y a l'alimentation végétale, si elle est peu transformée, elle est meilleure, clairement prouvée meilleure que l'alimentation méditerranéenne. Et puis, ceci étant dit, l'alimentation méditerranéenne, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation qui déjà regroupe beaucoup d'avantages de l'alimentation végétale. On se concentre sur les grains entiers, des fruits et légumes frais, des aliments peu transformés en général. Fait que c'est clair que c'est une grosse amélioration par rapport à ce que la plupart des gens mangent actuellement. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne veulent pas devenir vegan ou végétaliens, qui sont moins préoccupés pour le côté éthique ou environnemental, il y a quand même des thèses très, très fortes au niveau de la santé, là, pour leur propre bien-être. Il y a quand même des fortes incidences sur la santé de éliminer carrément les produits animaliers de la consommation. Tout à fait. Moi, je trouve qu'on devrait recommander une alimentation végétale pour plusieurs raisons, mais le fait que c'est la seule alimentation à ce jour qui a été démontrée pour renverser la première cause de mortalité en Amérique du Nord, c'est très bon. S'il y avait une conférence en ligne que je recommanderais là, à vos auditeurs, ce serait peut-être la conférence là, How Not to Die par le Dr. Greger, où il passe au travers des 15 premières causes de mortalité en Amérique du Nord et il montre que 14 sur 15 d'entre elles ont un certain lien avec la nutrition et plusieurs de ces causes-là de mortalité peuvent aussi être renversées par une alimentation végétale non transformée. Ah oui, je pense que j'ai déjà entendu d'ailleurs le docteur Junot là, de l'Institut de cardiologie dire que si tout le monde était végétalien, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui serait en ligne pour attendre à rentrer à son hôpital. Ben, lui, il a beaucoup d'expérience, puis il dit que dans l'entretien dont je vous parlais tantôt, il dit qu'il ne se rappelle pas d'avoir vu un patient qui a suivi ce type d'alimentation-là, puis qui serait retourné à l'urgence avec des douleurs thoraciques. Puis là, ben, écoute, si on tombe dans un autre sujet, toi, tu es déjà très utile à la société, étant médecin, t'aides des gens, mais tu veux en faire plus. Tu as ta chaîne YouTube, peux-tu nous parler un petit peu de tes clips? Ça va être quoi? Je pense que tu as déjà commencé à en sortir. C'est quoi ton but? Comment est-ce que tu veux le faire en quelques mots? Puis évidemment, ben, on mettra le lien sur la page du balado là, pour que les gens puissent y aller facilement. Mais c'est quoi ton but avec cette page-là? Ben, mon but, c'est de partager des ressources d'une façon qui est claire, puis qui, j'espère, va être intéressante. C'est de montrer les bénéfices de l'alimentation végétale. Moi, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, j'y croyais pas nécessairement, puis ça m'a pris, je dirais, des années de lecture avant de me rendre compte qu'effectivement, on pratiquait la médecine d'une façon très, très bien, mais pas assez centrée sur le mode de vie. Je trouvais que ça prenait vraiment une revue approfondie de la littérature pour pouvoir être confiant d'en parler par la suite. C'est pour ça que je me suis donné un plan de lecture sur 2 ans que j'ai terminé il y a quelques mois, où j'ai lu des manuels de nutrition du début à la fin, où j'ai lu de nombreux livres de nutrition et aussi incluant des livres qui disaient le contraire de ce que je pensais. Hein. J'ai lu des livres qui, oui, un peu comme le cardiologue disait de mettre du beurre dans son café, toutes sortes de choses, parce que je trouvais que c'était important de faire un tour vraiment assez complet. Puis aussi, je trouve en fait que c'est des livres qui sont souvent assez faciles à lire parce qu'ils ne citent pas beaucoup d'études. Okay. Parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup des études qui disent que c'est bon de manger une alimentation restreinte en glucides. Là. Parce que toi, dans le fond, il y a 2 ans, tu t'es assis et tu as dit « Je veux vraiment avoir tous les arguments possibles pour être sûr de mon
orientation alimentaire et puis médicale. Puis tu t'es fait une espèce de liste. Oh, tu me parlais de ça l'autre fois, c'est assez exhaustif là, pour les auditeurs on n'aura pas le temps de passer à travers tous les livres que tu as lus, mais je peux confirmer aux auditeurs que il y en a une panoplie, puis c'est pas des petits livres non plus, là, tu as une coupe de briques là-dedans. Tu as passé des livres autant au niveau philosophie, éthique, morale, environnementale, puis santé, sur la cause animale. Et puis, comme tu dis, tu as même lu des livres qui étaient des contre-argumentaires, là, dans le fait, qui étaient contre l'opinion que toi, tu avais, pour être sûr de ton opinion. On aimerait, d'ailleurs, pour continuer dans ce chemin-là, t'aurais-tu, mettons, deux ou trois livres que tu suggérais, qui sont quand même grand public, là, pas trop spécialisés. Puis en même temps, je voulais te demander au niveau de documentaire, là, si tu en as un ou deux que tu aimerais nous suggérer. Pour les livres, je vous en recommanderais peut-être deux. Le livre Comment ne pas mourir du Dr. Greger, c'est une lecture qui est vraiment ultra intéressante. Chaque phrase, pratiquement, on a une citation scientifique là, dans ce livre-là. C'est extrêmement bien documenté. Est-ce que c'est récent? C'est-tu récent comme livre? Ça fait quelques années. Pour moi, oui, c'est récent. OK. Et c'est très à jour. Là. OK. Puis, sur le côté éthique, moi, j'aime bien les ouvrages là, d'Élise Desaulniers, Je mange avec ma tête, puis Vache à lait. Je trouve que c'est des livres qui couvrent bien la réalité québécoise là, de l'élevage. Vraiment très bon. Sinon, je pourrais vous recommander des documentaires, parce que les gens aiment bien aussi là, les documentaires. Oui. Sur le côté santé, un de mes préférés, c'est Game Changers, qui parle de la performance athlétique sur l'alimentation végétale. Parce que moi, quand j'ai changé mon alimentation, Sylvain, je me disais que probablement, j'allais perdre mes muscles puis être en moins bonne santé. Mais en fait, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, il y a beaucoup d'athlètes maintenant qui performent à un très, très haut niveau, incluant là, des champions du monde d'haltérophilie. Il y avait Kendrick Harris, par exemple, là, aux Olympiques américains. On a des records du monde là, de levée de poids qui sont encore détenus par des végétaliens. Là, on pourrait penser à Patrick Babounian. Novak Djokovic, depuis plusieurs années, est végétalien. Puis Louis Armstrong en course automobile aussi. Il y en a plusieurs. Là, je pense que... Commencer à en nommer, je trouve que ça ne rend même pas hommage, en fait, à la grande quantité d'athlètes végétaliens qu'il y a eu. Exactement, il y en a tellement, oui. Il y en a tellement. Là, Carl Lewis, en 1991, a fait un record du monde aux 100 mètres alors qu'il était végétalien depuis quelques temps. Il y en a dans tous les sports. Puis The Game Changer... Je l'ai vu, The Game Changer, j'ai adoré ça parce que j'ai trouvé ça super rafraîchissant parce que c'était positif comme film, là, comme documentaire. Par contre, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de critiques, mais est-ce que toi, c'était correct quand tu le voyais, là, t'avais pas au niveau scientifique, c'était en gros, là, il n'y avait pas de grossièreté qui était dite là-dedans. Non, il n'y avait pas de grossièreté dite dans Game Changers. C'est sûr qu'il y avait une section sur le fait qu'il donnait des burritos, soit végé ou pas végé, puis là, ceux qui avaient un burrito végé avaient une meilleure érection durant la nuit. Oui. Pour moi, ça ne me faisait pas conclure grand-chose, même si c'est vrai que les végétaliens sont beaucoup moins à risque de dysfonction érectile pour des raisons vasculaires. Là. Ouais. Mais ça, je trouvais que c'était peut-être un peu moins convaincant, mais sinon, le documentaire était vraiment bien fait, là, fait que je le recommande. Sinon, côté environnemental, mon préféré, ça reste Cowspiracy. Vraiment, ça ouvre les yeux sur le fait que l'élevage des animaux, c'est une des façons principales, sinon la principale, par laquelle on pollue notre planète. Puis que le fait que changer son alimentation pour devenir plus végé, c'est en fait la chose la plus écologique que quelqu'un puisse faire pour baisser son empreinte écologique. Cowspiracy, je pense que c'est le premier que j'ai vu. Puis c'était celui qui a eu un plus grand impact sur mes décisions par la suite. Là. Ça m'a vraiment touché. Là. J'ai trouvé que c'était un excellent documentaire qui était bien balancé, pas trop dark, mais quand même avec des faits très touchants. Oui, tout à fait. Puis une des statistiques que j'aimerais ressortir de Cowspiracy, c'est que pour nourrir un végétalien, ça prend beaucoup moins de surface cultivée parce qu'il mange les aliments qui viennent de la terre directement. Tandis que pour nourrir un omnivore, ça prend beaucoup plus de surface cultivée parce qu'il faut donner les protéines végétales à des animaux qui, eux, vont en perdre une bonne partie avant d'être consommés par l'humain. De sorte que ça prend, selon ce documentaire-là, 18 fois moins de surface cultivée pour nourrir un végétalien qu'un omnivore. Ben oui. Parce qu'on entend souvent l'espèce d'argumentaire de
Ouais, mais là, si on se met tout à manger du soya, il restera plus. Mais 70% de la production de soya s'en va pour nourrir le bétail, non pas pour nourrir les végétaliens. C'est pour nourrir le bétail, puis ce pourcentage-là monte à 90% en Amazonie. Alors, Exactement. fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de soya qui est cultivé pour nourrir le bétail que pour les végétaliens. Si ça s'en venait direct aux gens, ben il y aurait énormément d'espace qui serait libéré sur la planète. Ben, c'est ça. Le corollaire du fait que ça prend tellement moins d'espace cultivé pour nourrir un végétalien, c'est qu'on pourrait remettre des terres cultivées à l'état naturel, que ce soit des prairies ou bien des forêts ou des milieux humides. On pourrait un peu renverser la tendance actuelle qui est de détruire de plus en plus la planète. Parce que, au fond, là, on découvre aussi que sur la planète, à peu près 1% de la surface, là, approximativement, c'est des villes, compte en haut de 30% qui sont des surfaces cultivées. Donc, ce qui détruit vraiment les écosystèmes là, physiquement, la perte d'habitat, c'est moins l'urbanisation, beaucoup moins que la déforestation pour l'agriculture. Exactement. Effectivement, là, c'est une situation, couper la nourriture, l'alimentation à base d'animaux, les protéines animales, c'est win-win à plein de niveaux. Oui, C'est bon pour notre santé, pour l'environnement, puis c'est bon pour la planète et puis pour la morale aussi, là, pour l'éthique. Écoute, mais l'environnement, c'est tellement un sujet important là, pour cet enjeu-là parce que c'est très peu abordé. Hein. Moi, ça m'avait surpris dans la dernière campagne provinciale, là, il parlait beaucoup du transport. Mais quand on regarde la liste des actions qu'on peut faire pour améliorer notre planète, là, l'auto électrique se retrouve très loin dans la liste ben oui. comparativement à manger moins de viande. C'est Hein? effectivement le moyen le plus concret et le plus immédiat, l'action la plus immédiate qu'on peut faire, c'est vraiment de éliminer les protéines animales de notre alimentation. Puis effectivement, les partis politiques, moi, ça me frustre tout le temps un peu de voir qu'ils mettent ça de côté. Euh, c'est pas très gagnant, c'est pas très sexy de dire aux gens de changer leurs habitudes culturelles. Alors, ils s'en vont sur des sujets comme la voiture, qui est vraiment plus loin au niveau de l'impact que ça peut avoir de changer pour voiture électrique. Moi aussi, là, tu sais, j'ai hâte de voir un parti politique qui va vraiment prendre position pour. C'est 14 à 18%, je pense, la production animale, là, des productions de GES sur la planète. Mais on n'en entend jamais parler, même des partis qui sont supposément très environnementalistes. Je trouve ça Exact. dommage. Puis même ce 14 à 18-là, là, il est contesté. Là. Il y a d'autres estimés qui vont dire 30 puis il y a Oui, d'autres si on estimés. inclut le transport du bétail, ça monte encore plus que ça, effectivement. Exact. Je tiens à préciser un élément, c'est que le transport des aliments, c'est une partie faible de leur empreinte écologique. Ce qui est la plus grosse partie, c'est le fait de le faire pousser lui-même. Là. C'est l'utilisation de la terre, des substances qu'on met dans la terre, là, comme les fertilisants et les pesticides. OK. C'est l'utilisation du transport agricole. C'est différentes choses, là. Mais l'empreinte écologique d'un aliment, le transport, c'est peu. Quand on parle du bœuf, le transport, c'est à peu près 1% là, de son empreinte. Le scientifique en chef du Québec avait dit que c'était beaucoup plus écologique, par exemple, de manger végé que de manger local. Même certains estimés disent manger végétarien 1 jour par semaine serait plus écologique que manger local, mais pas végé, 7 jours par semaine. C'est vraiment un gros effet. Là. C'est très Ben ouais, important. puis au niveau de l'économie en eau aussi, là, je pense qu'un hamburger, c'est l'équivalent de, je pense, une centaine de douches ou quelque chose comme ça, là. Exactement, mais je trouve qu'on devrait aborder ça. C'est quoi l'eau verte? C'est quoi l'eau bleue? C'est quoi que ça veut dire, cette empreinte-là de milliers de litres d'eau? Je veux dire, on ne dirait pas qu'on manque d'eau, là, même si on mange de la viande, mais c'est des sujets qu'on pourrait aborder dans probablement un autre épisode. Ben oui, mais dis-moi donc, justement, avant de terminer, au niveau de tes clips que tu t'es en train de produire, combien il va en avoir, combien de temps ça dure, de quoi tu vas parler, est-ce que tu vas avoir des blocs de sujets, comment est-ce que tu vois ça? Ben, c'est une aventure qui fait juste commencer. Là. Je viens de commencer tout juste ma page YouTube, Dr Julien Leroux, on peut déjà me retrouver, puis aussi Dr Julien Leroux sur Facebook.
Puis, je vais partager des ressources selon les intérêts, selon ce que les gens ont envie aussi. Mais je pense que pour commencer, on fait la série Maladie cardiaque. On va avoir peut-être entre 20 et 30 épisodes là, pour commencer sur comment l'alimentation végétale peut renverser la maladie cardiaque. Je pense qu'on va commencer avec ça. OK, donc ceux que tu as commencé, je pense que t'en as deux en ligne. C'est vraiment au niveau maladie cardiaque. Alors, quelqu'un qui est préoccupé par sa santé au niveau cardiaque, il peut te suivre pour tes petits clips et avoir de l'information sur son alimentation, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est ça? Oui, le modèle, c'est à peu près 1 minute, une étude par vidéo. Donc, un petit format rapide qui, j'espère, va être capable d'intéresser aussi les jeunes à la littérature scientifique sur la nutrition. Ben écoute, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, il y en a en anglais de ça, comment est-ce qu'il s'appelle le médecin de Vancouver, Dr. Nagra? Oui, Dr. Nagra, il fait un peu le même travail, oui, exact, mais c'est qu'il y a peu de médecins qui font ça en français. En français, c'est ça, il y en a, j'en connaissais pas là, avant toi, là, fait que ça va être une ressource qui est vraiment utile. Puis, fait que moi, je trouve ça très, très bien. Je t'encourage vraiment à continuer. Moi, je trouve ça super rafraîchissant de te parler. En fait, je vois qu'il y a une génération là, dans ton âge là, qui, à tous les niveaux, autant au niveau activisme, au niveau santé, au niveau scientifique, il y a une espèce de mobilisation vers l'alimentation et le véganisme. Et puis, c'est vraiment très, très, très prometteur pour l'avenir. Fait que je te remercie beaucoup, en tout cas, là, d'avoir participé à l'émission. Puis d'ailleurs, c'est notre premier invité à notre balado. C'est vraiment un honneur de t'avoir reçu, Julien. Ben, je vous remercie beaucoup. Pour moi aussi, ça a été un honneur là, d'être là aujourd'hui. Puis, dernier documentaire que je voulais vous recommander, c'était sur, en fait, le traitement des animaux. Il y a le documentaire Terrien, en anglais Earthlings, qui nous permet un peu de voir c'est quoi les procédures standards qui sont faites aux animaux là, partout dans le monde occidental. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez semblable finalement à ce qui se passe au Québec. Là. Il faut pas se voiler la face là, qu'on traite mieux les animaux que les autres parce que c'est pas exact, là, selon moi. Puis, j'aimerais peut-être terminer l'entrevue avec une citation, si ça vous tente. Vas-y. On a toutes des citations comme ça qui nous ont touchés. Fait que vas-y avec la tienne, on va écouter ça. Donc, c'est une citation qui nous vient de Jérémy Bentham, qui est le père de l'utilitarisme. Il dit « Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquérera ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. Mais s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Sincèrement, effectivement, tout est basé sur la sensibilité. Si on commençait à juger ou à catégoriser les êtres selon leur niveau d'intelligence, ben là, il y a des lignes qu'on pourrait franchir qui seraient inacceptables. Alors, il faut vraiment y aller, selon moi, comme dit la citation que tu viens de nous lire, là, selon la sensibilité de la personne, la possibilité de souffrir, d'angoisser, de ressentir la douleur, d'avoir de l'attachement. Alors, non, belle citation, merci beaucoup. Merci Julien, je pense que tu vas avoir réussi à sensibiliser les gens ou donner des arguments à des véganes qui veulent sensibiliser les gens dans leur entourage. Alors, en tout cas, c'était ça le but. Fait que, on va te suivre sur ta chaîne, ça c'est sûr. Et puis, encore là, tu es bienvenu pour venir nous parler quand tu voudras, pour nous apporter des points, des fois des petits points précis, des petits clips, gêne-toi pas, juste en faire bon. signe. Je cogne à la porte puis je rentre, c'est ça? Exactement, même pas besoin de cogner. OK, parfait. Bon, ben merci beaucoup, Sylvain, c'était super agréable, puis je vais te souhaiter une très belle journée. Et voilà, c'est ce qui conclut la première édition de mon balado, Radio Veg. Alors, c'est un rendez-vous dans quelques semaines. On continue avec d'autres nouvelles et comme j'ai dit plus tôt, une entrevue avec un activiste. On va essayer d'alterner comme ça. Bonne semaine à tout le monde!